Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Il est le 16 fois champion du monde, le Doctor of Thugonomics, Mr. You Can See Me, mesdames et messieurs, John Cena. Dans cet entretien passionnant avec Chris Jericho qui a eu lieu le 6 avril 2015, le leader de la C-Nation nous parle entre autres de son premier contact mémorable avec Vince McMahon, à une époque où il a failli se faire virer de la compagnie, de comment il a réussi à l'Ohio Valley Wrestling au milieu de gars comme Brock Lesnar, Randy Orton et Batista, mais aussi du conseil équivoque que le vétéran William Regal lui avait donné avant même qu'il soit à la WWE. N'hésitez pas à faire comme Keiko Solitaire, qui est très fidèle à la chaîne et qu'on remercie du fond du cœur, en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo pour faire grandir la chaîne tous ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, John Cena chez Y2J Chris Jericho. C'est parti! Bienvenue dans cette première édition de Live with Chris Jericho sur le WWE Network. Le champion est là, John Cena, ça fait plaisir de te revoir. Merci de m'avoir invité, mon pote. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Tu es celui qui a été accusé d'être le gars avec les 5 Moves of Doom, cette séquence de 5 prises jusqu'à ton attitude adjustment que tu fais tout le temps depuis des années et que certains fans critiquent. Mais récemment, tu as rajouté d'autres prises à ton arsenal. On peut dire que tu as un peu 7 Moves of Doom. J'essaye de toujours faire en sorte que les fans devinent ce que je veux faire. Donc en général, si je fais des nouvelles prises, j'en retire 2 autres de mon arsenal. Et comme ça peut toujours s'appeler 5 Moves of Doom. Parce que cette expression me plaît. En ce moment, tu es moins au premier plan dans les shows. Tu défends ton championnat des États-Unis. Ça te fait bizarre de ne plus être dans les main events? Non, pas du tout. Je me suis jamais dit « Ouh, je suis pas dans le main event, ça en vaut pas la peine ». J'aime donner l'exemple. Et je dis à tout le monde que chaque seconde qu'on a sur le ring est une opportunité. Et si on me donne une opportunité d'être le champion des États-Unis, par exemple, je veux le faire du mieux possible. J'ai la conviction qu'on a des gars tellement talentueux dans le roster. Et si je peux utiliser ce titre, pas seulement pour redéfinir ce qu'il est, mais aussi donner la chance à des gars de donner leur carte de visite aux fans, façon de parler, je suis heureux de le faire. C'est vraiment fun pour moi. Est-ce que tu avais cette impression, quand tu étais dans le main event, que de te voir dans cette position, pay-per-view après pay-per-view, c'était répétitif? Que je sois dans le premier ou le dernier match, je suis content de faire ce que je fais. J'ai toujours été comme ça. Tout le monde pense qu'on m'a tout donné, mais j'ai déjà été dans le premier match. J'ai déjà été dans le dernier, et j'ai déjà été au milieu. Et j'ai juste la valeur de pouvoir aller dans le ring et faire ce que je fais. Si tu as un titre qui n'est pas un des principaux, fais-en quelque chose. Si tu peux lui donner une signification différente de tous les autres titres et créer ta propre mystique autour de ce titre, ça devient intéressant. Et quand ça devient intéressant, ça va intéresser le public. Et si on intéresse le public, c'est qu'on fait les choses bien. J'ai une question difficile pour toi. Tu aurais fait quoi si à un de tes Open Challenge pour le titre des États-Unis, ça avait été Funaki, le catcheur japonais, qui y avait répondu? La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que je sais qu'il faisait partie des premiers gars avec qui tu faisais tes trajets quand tu as commencé dans la WWE. Je crois qu'il n'y a jamais eu un groupe aussi gros qui a voyagé de ville en ville. À un moment, dans un minivan, on avait John Cena, les Basham Brothers, Funaki, Tajiri et Ultimo Dragon. 6 gars, avec tous leurs bagages, dans un minivan. Et on dormait à des hôtels à $20 la nuit. On s'appelait la team Stay Cheap, la team qui faisait des économies. Comment tu t'es retrouvé avec les Japonais? Funaki, on a sympathisé assez vite quand j'ai commencé. Les Basham Brothers, je les connaissais de quand j'étais à l'Ohio Valley Wrestling, dans le Kentucky. Puis après, Funaki a emmené Tajiri dans le groupe. Puis, Ultimo Dragon est arrivé. Le gars avait accompli de belles choses dans sa carrière. Et à peine arrivé à la WWE, il se mettait à l'arrière du minivan, entouré de bagages, et il se demandait ce qu'il faisait là. Et je vais afficher Tajiri. Il parlait toujours avec un accent japonais, et il adorait Burger King. Et une fois, après avoir bu quelques verres, on roulait, et en passant devant un Burger King, il a demandé dans un anglais sans aucun accent si on pouvait aller se prendre un hamburger. On lui disait « Mec, qu'est-ce qui t'arrive ?» Et Funaki, c'est pareil. Il habite dans le Texas depuis plus de 10 ans.
Bien sûr que tu sais parler anglais. Tout ça, c'était le début de ta carrière. Et entre-temps, tu es devenu une des plus grandes stars de l'histoire de la WWE. Tu as eu l'occasion de beaucoup travailler avec Vince McMahon. Quelle est ta relation avec lui maintenant? Je pense qu'on a tous les deux la même vision. Parfois, au niveau créatif, on est différents. Mais j'aime cette compagnie. Il y a des gens qui disent qu'ils aiment le business du catch. Moi, j'aime la WWE. J'aime la manière dont la compagnie est dirigée. J'aime ce qu'on produit. Et le gars qui la dirige est le premier à arriver le matin et le dernier à partir le soir. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'entourer de gens comme ça toute ma vie. Je suis vraiment devenu fan de comment Vince fait les choses. Il y va à fond. Tout le monde a des objectifs comme devenir champion du monde ou autre. Moi, mon objectif, c'est d'emmener cette compagnie à des endroits où on n'a jamais été. Je suis très focalisé sur l'idée qu'on aille en Chine, en Inde. On doit aller à plus d'endroits. Ce qui compte, c'est pas ce que je peux ajouter à mon CV, le nombre de victoires que j'ai avant de prendre ma retraite. Je veux juste qu'en partant, cette entreprise soit 100 fois plus importante que quand je suis arrivé. Avec Vince, parfois, on est différent créativement. Mais tous les soirs, j'ai la chance qu'il croit en moi. Je pense que j'ai gagné sa confiance pour aller tenter de raconter mon histoire aux fans de la manière dont j'en suis capable. Parfois c'est bien. Parfois, je me fais remonter les bretelles. Et c'est complètement mérité. Tout le monde se fait gueuler dessus parfois, peu importe le statut. Et ça prouve que Vince est encore passionné. Et ça me motive. C'est quelque chose qui est cool à voir. Quelqu'un qui a déjà tellement fait plusieurs dizaines de WrestleMania. Et il est toujours aussi à fond que si c'était le premier jour. Maintenant, tu as une super relation avec Vince McMahon. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Le premier match de ta vie dans un pay-per-view, c'était contre moi, au show Vengeance en 2002. Tu étais le prototype. Tu avais ce feu en toi. Et le finish qui était prévu pour notre match à la base, c'est que je te batte et que je sois mis over. J'ai appelé Vince et je lui ai dit qu'il devait te mettre toi over, que tu avais quelque chose de spécial. Et Vince et moi, on a eu un désaccord. Il n'était pas d'accord avec moi à propos de toi. Tu te rappelles de cette période-là de ta carrière, à tes débuts? J'ai rencontré Vince pour la première fois à Chicago. Kurt Angle était censé affronter l'Undertaker ce soir-là, mais Taker avait pas pu venir. Ils avaient besoin d'un remplaçant, et ils se sont dit qu'ils allaient donner la chance à ce gamin que j'étais. Et j'avais cette horrible coupe de cheveux, même si maintenant j'ai une coupe à 8 $, donc je peux pas vraiment me plaindre. J'avais tous les côtés et l'arrière rasés, et sur le dessus, j'avais laissé pousser mes cheveux et même teint en blond à un moment. C'était moche. Michael Hayes m'a attrapé et m'a dit « Viens, on doit aller voir Vince !» Il m'a emmené dans son bureau et lui a demandé ce qu'il pensait de moi. Vince a dit « Coupez-lui les cheveux !» Et c'était mon premier contact avec Vince. Quelque chose que je trouvais génial, c'est que j'avais entendu dire à l'époque que tu faisais des promos à l'envers. Comme si tu rembobinais ce que tu avais dit. C'était une super idée. Explique-nous ce que c'était. À l'OVW, on délirait beaucoup entre nous. Et je dois remercier ce fou de Jim Cornette et Danny Davis, qui gérait l'OVW, de nous avoir donné la liberté d'être nous-mêmes. Quand on s'entraînait à faire des interviews, on faisait les interviews les plus ridicules. Donc on a tous appris à devenir humbles en devant faire ça devant un groupe de personnes pas facile. Ça nous a tous rendus confortables avec nous-mêmes. Et ça m'a fait tenter des trucs fous. Et une fois, quand je parlais normalement et que je disais « Vous avez pas compris ce que j'ai dit? Attendez, je rembobine !» Et là, je faisais comme si j'étais une cassette qu'on rembobine, puis je disais à nouveau ma phrase. Certains pouvaient trouver ça puéril, mais ça montre que je n'avais pas peur de tenter ma chance, de prendre des risques. Et c'est ça qui définit le succès ou l'échec. La capacité de se jeter dans la fosse au lion. On a tellement de gars talentueux, mais j'ai l'impression qu'ils ont cette peur en eux, comme une peur d'être exposés ou quelque chose comme ça. Mais on a des gars géniaux, et j'aimerais tellement qu'ils y aillent à fond. Certaines personnes critiquent cette idée que Vince McMahon dit souvent de saisir notre opportunité. Mais moi, j'adore cette idée. Même s'il te gueule dessus en te disant que tu dois faire ceci ou cela, il entend aussi le public. Et c'est ce que je dis à tout le monde, et je l'applique. Si tu es dans le ring et que les spectateurs sont à fond, tu peux revenir en coulisses après et être critiqué, mais Vince te donnera quand même une autre chance. Il ne faut pas avoir peur. Si tu sens que quelque chose est bien et que tu le sens sincèrement,
Fais-le. On est tous des fans, et on pourra le ressentir aussi. Et là, ça devient excitant. Ne le fais pas parce qu'un des officiels t'a dit que tu ne dois jamais faire ceci ou cela, parce que Vince va dire tel ou tel truc, parce que Vince ne voudrait jamais ça, etc. On a des règles. On est un programme télévisé familial. Mais les gars, allez sur le ring et tentez votre chance. Croyez-moi, j'étais autant un fan de l'Attitude Era que tout le monde. C'est juste qu'on a des règles différentes maintenant. Tu dois connaître ces règles, danser autour d'elles autant que possible et faire de ton mieux. Ma vision, c'est que si tu vas dans le ring et que tu arrives à faire réagir les fans, il y a très peu de chances qu'en revenant à la Gorilla Position, on te donne tes papiers de licenciement. Quand tu as commencé, tu gagnais souvent tes matchs avec des variantes du roll-up. Est-ce que quelqu'un te donnait des idées pour ces roll-up ou tu regardais des cassettes? Je pense que c'est parce que je n'avais pas une prise assez bonne pour vraiment battre quelqu'un. Et probablement que personne ne voulait vraiment perdre contre moi. Il me disait genre oui, fais-moi un roll-up et je me relèverai pile au moment du compte de 3. Je serai énervé que tu aies gagné par surprise et tu pourras repartir. J'avais aussi cette habitude de toujours porter un ensemble bottes et slip de couleurs différentes à chaque show. Je me rappelle de William Regal, un catcheur que j'admire parce qu'en étant un fan de catch et en grandissant, j'ai de plus en plus apprécié le style européen de Regal, de Finlay. Regal était vraiment un exemple pour moi. Je me rappelle qu'un jour, on était au Staples Center à Los Angeles. C'était l'époque où je catchais à l'Ultimate Pro Wrestling, vers 99-2000, avant de signer à la WWE. J'étais dans un dark match au début du show, avant que les caméras tournent. J'avais des genouillères, des chaussures de bodybuilder, des bandages autour des poignets, les cheveux blonds. Et mon match était complètement pourri. En revenant en coulisses, j'ai demandé à William Regal s'il avait des conseils à me donner, un feedback sur mon match. Et je l'ai pas forcément bien pris à l'époque, mais il essayait d'être gentil, et il m'a dit « Eh bien, jeune homme, si tu mettais des bottes, au moins tu ressemblerais à un catcheur. » Il essayait juste de me dire gentiment que c'était pourri, mais qu'au moins, j'aurais plus l'air d'un catcheur déjà avec des bottes. Mais moi, dans ma tête, je m'étais dit « Mais c'est super, j'ai juste besoin de m'acheter une paire de bottes, et ça y est, c'est dans la poche. » Alors, je suis allé m'acheter 75 paires de bottes et 150 slips. Et quand j'étais à l'OVW, je ne voulais jamais avoir la même tenue 2 shows d'affilée quand on était diffusé à la télé. Parce que j'étais fan de Ric Flair qui, à l'époque, avait souvent de nouvelles robes, de nouvelles bottes. Je trouvais ça vraiment cool. C'est quelque chose que je voulais essayer. Et j'avais donc toutes ces combinaisons de couleurs différentes dans mes tenues. Vu que je n'avais pas été un babyface avant ça, je me suis dit qu'au moins, je pourrais porter les couleurs du club de la ville en question, où on était, et que les spectateurs seraient heureux. Et je les ai encore tous aujourd'hui. Quand tu étais à l'OVW, c'est incroyable de voir les gars avec lesquels tu étais là-bas. Tu y étais avec Brock Lesnar, Randy Orton, Batista. Quand vous étiez là-bas, vous aviez conscience à quel point votre groupe était bon? Arriver à un entraînement à l'OVW à l'époque, c'était comme dans le film Matrix, quand Keanu Reeves arrive dans la salle d'attente de la matrice, avec des enfants qui pliaient des cuillères, des objets qui flottent. Tu rentrais dans la salle et tu voyais Brock Lesnar faire des shooting star press. Randy Orton, qui malgré le fait qu'il venait d'arriver dans le business, était déjà tellement naturel et fluide dans le ring. Batista, qui était plus gros qu'une maison, avec toutes les veines qui sortaient et qui avait l'air d'un fou. Et à peine t'avais le temps de dire waouh devant tous ces mecs. T'avais Shelton Benjamin, qui était capable de marcher normal sur la 3e corde du ring. Et ça, c'est les gars qui ont pu avoir une carrière à la WWE. Il y en avait aussi d'autres qui étaient incroyables. On avait un lutteur olympique, des sportifs de haut niveau, un autre qui était un bon combattant de MMA, mon mentor, Rico Constantino. C'était un groupe incroyable. T'en venais même à te demander si tu serais capable de réussir quoi que ce soit face à de tels gars. Et j'avais totalement conscience à quel point ce groupe était excellent. Je savais que je n'étais pas le numéro 1 sur la liste. Ils avaient beaucoup investi en Brock Lesnar, Randy Orton et Batista. Là-bas, j'ai fait de mon mieux. J'arrivais de bonne heure. Je travaillais dur, plus dur que tous les autres. J'essayais d'innover,
d'être créatif. J'avais jamais peur d'échouer. Comme j'ai dit, je n'étais pas le premier choix, ni le deuxième, ni le troisième. Beaucoup ont été appelés au main roster avant moi, mais j'ai continué à bosser en attendant d'avoir ma chance. Je me rappelle que quand on a eu notre match ensemble où tu m'as battu à ton premier pay-per-view en 2002, toi, Edge et Rey Mysterio, vous étiez les 3 nouveaux babyface à SmackDown. À ce moment-là, je vais à Raw et je me dis que j'ai fait de mon mieux avec John Cena. Et à peine quelques semaines plus tard, tu étais un jobber qui perdait des matchs dans le show Velocity, où il mettait les catcheurs les moins importants de SmackDown. Tout ça, alors que quelques semaines avant, tu venais de me battre en pay-per-view. Je pense que j'avais très peu d'identité à l'époque. La seule identité que j'avais, c'est que j'étais le mec qui gagnait en faisant des roll-ups bizarres. Les officiels n'aimaient pas la manière dont je parlais, donc je ne pouvais pas parler à l'écran, alors que pour moi, c'était mon meilleur atout. Il faut se rappeler que c'était une époque où les gars dans le ring étaient incroyables. On avait tous des looks plutôt similaires. Alors, qu'est-ce qui me démarquait des autres en fait? Absolument rien. J'étais là à tenter d'établir une identité, mais je ressemblais à tous les autres catcheurs. Et je n'avais pas la lignée que pouvaient avoir d'autres catcheurs. Alors, ils se sont tout de suite dit, ce gamin n'est pas une star. Ce qui t'a démarqué, c'est quand t'as commencé à être le Docteur of Thugonomics, le rappeur blanc. Comment c'est arrivé? Une fois, sur la tournée européenne, j'ai eu le plaisir de travailler avec des gars comme Rikishi. J'ai pu discuter avec lui, et il m'a beaucoup appris sur le business, sur la longévité, sur le divertissement. Mais avant de pouvoir discuter avec ces gars, je m'asseyais toujours à l'avant du bus. Je disais pas un mot. Je voulais juste faire mes preuves dans le ring. Je voulais pas faire de vagues. Mais ces gars faisaient du rap à l'arrière du bus. C'est quelque chose que j'avais déjà fait au lycée et à l'université. Ils faisaient ça pour passer le temps, parce que les trajets étaient longs. Ils faisaient un cercle de freestyle. Il y avait Rikishi, Chuck Palumbo, Mark Jindrak, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, l'arbitre Jimmy Corderas. Il y avait bien une douzaine de personnes. Ils m'ont donné une chance de parler, et je l'ai fait. Et j'ai eu la chance que quelques décideurs soient assis à l'avant du bus. J'ai juste fait un freestyle. J'improvisais. On faisait ça des fois au lycée, quand on voulait se moquer de quelqu'un, dire des punchlines. Je me rappelle même pas du freestyle en question. Dans des tournées comme ça, c'est une occasion de passer du temps avec les autres catcheurs. Tu apprends à les connaître, et ils apprennent à te connaître. Et qu'est-ce que j'ai eu de la chance que des responsables créatifs soient dans ce bus. En sortant du bus, ils m'ont tout de suite demandé si je voulais faire ça à la télévision. Et là, je me suis dit tout de suite, identité! Ils m'ont demandé si je voulais m'habiller cool ou si je voulais mettre une tenue ridicule. Le premier truc que j'ai fait, c'était de me déguiser comme le rappeur Vanilla Ice. Je voulais avoir l'air le plus original possible, parce que souviens-toi, tout le monde portait des bottes et un slip. Tout le monde essayait de faire la même chose. C'était une époque juste après l'Attitude Era, où tout le monde essayait d'être le plus réel possible, d'être hyper compétitif et sérieux. Et d'un coup, au milieu de tout ça, t'as un gamin qui sort des punchlines et qui s'habille bizarre. Je me rappelle que j'ai déjà mis un manteau en fourrure bleue, des chaînes, des tenues ridicules. Parce que je détestais ce genre de gamin dans la vraie vie. J'essayais de m'inspirer d'eux. J'ai voulu faire les choses bien. Est-ce que tu étais fan de catch quand tu étais jeune? Est-ce que tu te disais, il faut absolument que je devienne catcheur? Ouais, mais je me disais que ce rêve-là était inaccessible. Si tu veux être joueur de baseball, tu vas faire du baseball. Si tu veux être docteur, tu vas faire médecine. Si tu veux devenir une rockstar, t'attrapes une guitare. Mais comment on devient catcheur? C'était tellement secret et protégé à l'époque. L'école de catch de Killer Kowalski était à 25 minutes de chez moi. Et pourtant, j'en avais jamais entendu parler. Et des années plus tard, je suis maintenant le seul et unique catcheur de 2e génération inversée. Il y a tous ces gars qui parlent de leur lignée, qu'ils sont catcheurs de 2e ou 3e génération. Moi, je suis le premier dont le père est rentré dans le business après lui. Vers 2004-2005, mon père, John Cena Senior, a.k.a. Johnny Fabulous, s'est lancé dans le business. Et il est presque aussi occupé que moi. Et voilà pour cette première partie de l'interview de John Cena avec Chris Jericho. Un entretien passionnant entre ces deux amis qui fait réfléchir. On pense notamment à l'importance pour lui de se démarquer des autres catcheurs en créant sa propre identité,
et à son regard sur la génération actuelle de superstars qui, à ses yeux, ne prend pas assez de risques. Et ça me fait vous poser une question. Est-ce que selon vous, John Cena est dans le vrai ou est-ce qu'il est complètement à côté de la plaque? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous aussi, vous aimez le personnage du Doctor of Thugonomics, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.